Mesdames, Messieurs, bon réveil sur CCTV. Merci de nous rejoindre pour décrypter l'actualité ce matin. Nous sommes vendredi 23 septembre, c'est le dernier numéro de la semaine. On va faire le point sur les grands titres d'actualité. Les séjours du président de la République au niveau de Washington, mais aussi les contacts. Hier, le chef de l'État a échangé avec le Premier ministre belge, Alexandra De Croo. La position belge est connue sur la présence onusienne en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'ONU, jusque-là, ne remplit pas encore, selon ce que attendent les Congolais, son rôle dans cette question de l'occupation d'une partie de notre territoire national. Et la position de Kinshasa est sans embâche. Il faut vraiment prévoir de la manière la plus rapide les départs échelonnés de la mission des Nations Unies. Et la dernière déclaration de son patron avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président est revenu sur la question. Et il continue d'ailleurs à échanger, à prendre langue avec les décideurs du monde sur l'avenir de la MONUSCO. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Des graves malaises dans notre appareil sécuritaire, des arrestations dans les rangs des généraux après Yav Philémon. Hier, c'était le tour de Peter Chirimwami, lui qui s'occupait des opérations, de la zone opérationnelle dans les Turies, a été interpellé d'abord, rappelé à Kinshasa pendant quelques jours, et hier, il avait rejoint son collègue Yav au niveau du CPRK. Que se passe-t-il réellement au sein de l'armée nationale? Que se passe-t-il réellement? C'est des malaises, c'est sérieux, c'est profond. On parle de l'infiltration, on parle d'une complicité avec des forces étrangères. Alors, voilà pourquoi nos forces armées ne savent pas sécuriser nos frontières. On en parle, le parquet militaire a ouvert plusieurs enquêtes et certainement que ces enquêtes vont aboutir en vue de la fixation au niveau de la haute cour militaire. Charles Kekankou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Serge Kabongo pour l'invitation. Merci beaucoup. Je suis tenté de dire que j'ai en face de moi ou à côté de moi un Katangais par alliance, quoi. Ah oui, on a fait le tour du Katanga, du moins dans les lots là-bas. Ok, maintenant vous connaissez les Katanga par cœur apparemment. Hein? Ah ben, ça nous a permis quand même de comprendre. Vous me posez une question, de comprendre un peu la vie, comment ça se passe, Sandowa, comment ça se passe à Kapanga, Lubudi, mais aussi à Kolwezi, dans Cheflier, mais aussi à Lubumbashi. Et contrairement à d'autres provinces, les Katanga marchent bien apparemment. Hein? Ah, vous voulez prendre mon rôle de présentateur sur ce plateau? C'était sur terrain. Ben, c'était très bien, sauf que il y a des choses, par exemple, qu'on doit rectifier. L'image du Katanga, l'image du Lualaba qu'on nous vend ici, qu'on vend au chef de l'État, ce n'est pas vraiment cette bonne image. Parce que là-bas, si vous ne parlez pas vous parlez du chef de l'État, vous êtes pris en partie. On ne dit pas que ce qui s'est fait là-bas, c'est au nom du président de la République, mais c'est au nom d'une dame. Et ça, c'est très dangereux pour le président de la République. Ah bon? C'est très dangereux pour l'IDPS et c'est très dangereux pour l'Union sacrée. Voilà, je peux me permettre ainsi. Mais vous, par contre, vous n'avez pas été primé par force. Bon, comment je dois être... Vous parlez je ne comprends pas. Vous voulez Forbes dire... qui a primé presque tout le monde dans la République ici. Bon, je ne vais pas entrer dans la polémique. Je pense qu'on aura le temps d'échanger longuement sur cette question-là. Ce sont des Congolais, il faut jeter des fleurs. Bon, je n'ai pas assez de commentaires pour le moment. Je suis en train d'attendre réunir tous les éléments pour émettre un jugement de valeur là-dessus. Merci beaucoup Charlequin, bienvenue à vous. Merci. Allez, on va parler aussi actualité avec un deuxième invité sur ce plateau. Il est déjà là, il était avec nous. Jean-Romain Smonkolo, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour Serge Kabongo. Un petit commentaire sur ces Congolais qui ont été primés. C'est vraiment en cascade, hein. Les pays va très bien en fait. Oui, bah, en fait c'est quand même un paradoxe, quoi. On prime des Congolais pour, semble-t-il, avoir bien géré leur secteur, mais quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que rien ne marche, en tout cas dans ces secteurs-là pour lesquels on les a primés. Vous prenez par exemple les ministres de l'Information. Mais depuis qu'on a fait les états généraux de l'information jusqu'à maintenant, j'ai comme l'impression que les recommandations, en tout cas, ont été enfouies dans les sous-sols. Il y a un comité de suivi qui est mis en place. Il n'y a rien de bon qui se passe. Les ministres ne s'occupent même pas de la situation, par exemple, des médias qui
fonctionnent au Congo? Est-ce que le personnel est bien traité? Est-ce que ces médias-là sont viables? Est-ce que les codes d'éthique et déontologie, par exemple, pour les comités de suivi d'État généraux, est respecté? J'ai comme l'impression que ça n'a vraiment servi à rien ces États généraux, et qu'aujourd'hui qu'on prime celui qui pilote ce secteur-là. Bon, ça pose des questions en tout cas, ça pose des questions. Didier Boudimbo? Boudimbo, on a connu il n'y a pas longtemps une grosse crise pétrolière ici. Mondiale, hein? Pas mondiale, mais dans tous les pays, en tout cas, ça n'a pas été comme ici au Congo, où les gens étaient obligés de pratiquement de faire veiller nocturne dans des stations-service pour s'approvisionner. C'est pas, et quand vous, en dehors de Kinshasa par exemple, où la solution a été trouvée, mais quand vous allez dans l'arrière-pays, ce sont les Kadhafi qui règnent. Et, par exemple, le carburant est vendu à 5 000, 6 000, même 10 000 francs les litres dans l'arrière-pays. C'est à cause de ça que Forbes quand on grandissait, par exemple, quand on prenait la ville de Mbandaka, elle était bien approvisionnée par CEP. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, mais c'est justement à cause de ça que Forbes a primé. Donc on a quoi? On a primé la médiocrité, on a primé l'excellence, je ne sais pas. Jean-Romas Mokolo, Forbes édition 2022, escroquerie ou arnaque? C'est à vous de répondre à cette question. Je ne mets pas d'avis. Je m'abstiens comme Charles Kekankou l'a fait. Allez, Jean-Romas Mokolo, des arrestations en cascade dans les rangs de l'armée. Un deuxième général vient de rejoindre Philomon Yavamakala. Il s'agit du général Peter Chirimwami, commandant de la zone opérationnelle en Ituri, qui a été rappelé. On parle de soupçons de haute trahison, des enquêtes qui impliquent plusieurs autorités militaires. Il y a véritablement malaise au sein de notre appareil sécuritaire. Tout à fait, notre système de défense et de sécurité en tout cas pose problème, et surtout depuis l'arrivée de l'AFDL cheval de Troie des envahisseurs ici, où on a assisté à des mixages, à des mélanges, à des brassages, tout ça. Ça a permis en tout cas aux ennemis du Congo, il faut les qualifier ainsi, de pouvoir en tout cas injecter certains citoyens en fait, des citoyens à allégeance assez discutable, quoi. Donc on a des Congolais, c'est que moi j'appelle la nationalité, on s'est dit Congolais, qui n'ont du Congo que la nationalité. Leur nationalité, mais au fond, ils travaillent en tout cas pour des puissances étrangères. Ça se passe depuis l'AFDL jusqu'à aujourd'hui. On se pose même des questions, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette opération-là bien avant? Sûrement que les chefs de l'État et les institutions de l'État ont voulu en tout cas prendre quand même du temps pour enquêter, pour essayer un peu de checker tout le monde. Et je crois que ce qui a été fait là, ça doit se poursuivre, parce que si aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire le poids face aux pays voisins qui nous agressent comme le Rwanda, l'Ouganda et les autres, c'est parce que notre appareil sécuritaire est vraiment infiltré jusqu'à la moelle épinière. Et je crois que cette opération, c'est une opération qui doit se poursuivre, les enquêtes en tout cas doivent se poursuivre. Je ne dis pas que ceux qui ont été arrêtés, gardés à Makala, ils sont coupables de ce dont on les accuse, mais je crois que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Sûrement que les services de sécurité, les services de renseignement, civils et militaires, ont sûrement mené des enquêtes, ont trouvé des indices sérieux de culpabilité à l'endroit de tous ces citoyens qui n'auraient pas en tout cas été à 100% loyaux vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Mais c'est très grave que ce soit des généraux à ces niveaux de responsabilité. Si vous lisez les enquêtes sous Kabila, on a dit qu'il y avait tel général qui prenait des armes et donnait ça aux forces négatives, qui vendait des armes. Ben, ça s'est passé comme si de rien n'était. Et à regarder par exemple quelqu'un comme Philomon Yave, qui était très proche de Joseph Kabila, à partir de son père qui était proche de Mouzé. C'est quand même des choses très graves. Oui, en tout cas, si ça s'avère qu'il est impliqué dans tout ce qu'on lui reproche, ça va être en tout cas grave, parce que quand on est militaire, on prend l'engagement, en tout cas quand on rentre dans l'armée, c'est de défendre en tout cas jusqu'à la mort la patrie. Mais quand c'est lui qui a accepté en tout cas de se défendre le pays, de mourir même pour défendre le pays, doit être impliqué dans la trahison, dans des histoires qui vont en tout cas à l'encontre des intérêts du pays. Ça en tout cas c'est très grave. Bon, il faut laisser la justice faire son travail, les enquêteurs faire leur travail. Et si jamais on trouve que les uns et les autres en tout cas sont coupables de ce dont on le reproche, il faut vraiment que
la justice puisse en tout cas sévir pour donner l'exemple à tous ceux qui seraient tentés en tout cas de continuer cette entreprise-là de subversion contre le pays, puissent en tout cas l'arrêter, parce que si on continue ainsi à faire en sorte que des Congolais puissent être inféodés aux intérêts étrangers, les Congolais puissent privilégier les intérêts étrangers au dépend des intérêts du Congo, donc ce pays-là en tout cas ne va même pas se ressaisir, ne va même pas se redresser. On continuera à pleurnicher vis-à-vis des petits pays comme le Rwanda, on continuera en tout cas à se plaindre que Bunagana, ça fait autant de mois, est toujours sous occupation, parce que ceux qui sont chargés en tout cas de faire leur travail ne le font pas, ils servent leurs propres intérêts, et il y a une connivence entre les intérêts étrangers et les intérêts privés de certains compatriotes. C'est ce qui tue en tout cas ces pays. Très bien. Allez, Charles Quin, cet affairisme au sein de notre armée, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Sous Mobutu, vous avez vu des généraux qui faisaient des commerces, ils attelaient le bateau. Sous Kabila, c'est des généraux qui construisent des immeubles, rez-de-chaussée plus 20, qui ont des bateaux aussi, qui ont des hôtels. C'était juste un problème et nous avons des techniciens aguerris pour pouvoir résoudre ces problèmes. Sincère excuse pour ces petits moments de coupure indépendamment de notre bonne volonté. On va aller rapidement, mais pas dans la précipitation, pour accorder la parole à notre deuxième invité justement pour commenter un peu cette vague d'arrestations et d'interpellations au niveau de notre appareil sécuritaire, qui est des généraux interpellés, qui est des généraux écroués. Mais pas de moindre, hein, ceux qui ont été promis pour les opérations militaires à l'est du pays, cher Charles Quin. Bon, ces arrestations dénotent le mal qui est très profond dans notre pays, et vous l'avez eu à le souligner ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce que nos officiers supérieurs n'acceptent pas aujourd'hui de vivre de l'air solde. Payer un officier, un général, 5 000 $, ça ne peut pas rencontrer ses ambitions. Il aimerait construire des châteaux en Espagne, en Afrique du Sud, avoir des villas ici, mais c'est là, pour y parvenir, il faut quand même tomber dans des affaires, alors qu'un militaire, en principe, ne peut pas faire des affaires. Donc, vous l'avez souligné ici, depuis Mobutu, Kabila est arrivé au pouvoir, 18 ans après, il n'a pas résolu la question. Et pourtant, il y a une inspection de l'armée. L'inspection est là, mais l'inspection est limitée parce que c'est le système. C'est quelque chose qui s'est ancré dans notre société. Souvenez-vous que en 2021, Tshisekedi arrive à Béni pour se rendre compte du paiement des militaires, alors que on égorgeait à Béni par les ADF. On avait avancé un chiffre de 20 000 hommes. On dit à Tshisekedi, le rapport à l'appui, ici à Kinshasa, que le trésor public prend en charge 20 000 hommes. 21 000 ou 20 000 hommes, si je ne m'abuse pas. Mais lorsque Tshisekedi arrive à Béni, il se rend finalement compte que c'est 9 000 hommes qui sont payés par le trésor public. Il était scandalisé. Et à l'étape de l'Ituri, Tshisekedi, au cours d'une conférence de presse, il annonce les arrestations en cascade dès qu'il arrive à Kinshasa, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une corruption endémique, notamment au sein de l'armée, qu'il y avait des détournements massifs qui se faisaient au sein de l'armée. Mais malheureusement, selon beaucoup des sources que nous avons consultées, à cette époque-là, si Tshisekedi avait tenté de faire coffrer tous ces généraux-là, en tout cas, je ne sais pas si on allait encore parler du pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que, jusque-là,
on n'a pas de suite sur les déclarations du chef de l'État. Moi, j'avais vu Tango Fort. Aussitôt après cette déclaration du chef, à l'époque, j'ai vu l'inspecteur de l'armée, M. Ami Sikumba, dit Tango Fort, qui avait procédé à une série d'interpellations des militaires. Alors, corruption dans l'armée, c'est une autre chose. Mais c'est une chose. Une deuxième, c'est que vous avez des militaires qui coalisent, par exemple, avec des forces étrangères, soit vous avez des chefs des opérations qui, au lieu d'affecter les armes, au lieu d'affecter les hommes de troupes là où il y a les fronts, et ils prennent les armes pour donner ça aux groupes armés pour aller sécuriser, par exemple, l'air carré minier. Ça, c'est une autre chose. Non, mais tout ça, on a parlé des affaires, on a parlé de la corruption. Il y a des généraux qui sont par moment à la solde des forces obscures pour trahir la nation. Donc, pour ses propres intérêts, parce que instrumentalisé par ces forces négatives obscures, il peut trahir facilement les pays. Il peut s'allier à l'ennemi parce que ses intérêts sont garantis par ces ennemis-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous parle de ce deal qui aurait eu entre certains généraux arrêtés aujourd'hui avec les M23. Certains, selon beaucoup de sources, ont même coopéré avec Kigali pour que finalement, elle puisse prendre la tête du M23 afin de congoliser, si vous voulez, la rébellion. La rébellion, bien qu'il y a certains Congolais là-bas, on ne peut pas dire que dans le M23, tout ce qui s'y trouve sont seulement des Rwandais. Il y a aussi des Congolais là-bas. Mais pour donner quand même une certaine ampleur, il y a eu, selon ces sources-là, des ententes secrètes entre Kigali et ces généraux-là pour qu'ils intègrent le M23 afin de faire une promenade de santé, notamment dans les Kivu, pourquoi pas prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc, c'est pour dire que nous avons un problème très sérieux qui n'a pas été résolu depuis Mobutu. Kabila est arrivé, il a fait 18 ans au pouvoir, il n'a fait arrêter aucun général, aucun officier supérieur à cause de l'affairisme ou de la corruption. Aujourd'hui, Tshisekedi est là, et Dieu merci, parce que nous voyons quand même ces généraux-là arrêtés, mais il doit encore aller plus loin. Encore faudrait-il qu'il puisse y aller avec prudence et tact, parce que nous savons c'est un corps où justement où on ne peut pas aller n'importe comment. Le mal est profond. Charles, quand vous gardez le micro, le mal est profond, ça c'est vrai, parce que c'est une situation qui perdure. Or, ça ne fait pas que l'affaire de la MONUSCO, ça fait aussi l'affaire de certains, des non-généraux, des non-colonels qui sont au sein de l'armée. Alors, c'est dans ce contexte-là que le Premier ministre évalue la situation de l'état de siège. Il était en Ituri, il est arrivé hier soir à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Première chose, l'état de siège. L'état de siège aujourd'hui, lorsqu'on fait le parallèle entre la situation sécuritaire dans cette partie de la République en 2021, au moment où l'état de siège a été décrété, et aujourd'hui, il saute aux yeux qu'il y a quand même une certaine accalmie. Parce que les morts tels que nous les enregistrions à l'époque, où on découpait en vrac les Congolais, on empalait des femmes, où on voyait chaque jour dans les réseaux sociaux des images atroces des Congolais dépecés comme de la viande, de bœuf. C'était horrible à l'époque, mais aujourd'hui, nous notons que nous ne voyons pas assez régulièrement ce type d'image-là. Cela démontre que l'état de siège a permis à ce qu'il y ait une certaine accalmie, que l'on maîtrise un peu la situation, et que les monopoles de la violence reviennent à l'État en quelque sorte. Donc, je peux effectivement souligner qu'il y a quand même un changement, bien que la situation n'est pas encore totalement réglée, parce que on voit aujourd'hui Bunagana qui est occupé par les Rwandais et l'Ouganda, même si au Congo nous mettons seulement l'accent sur le Rwanda. Mais
Bunagana aujourd'hui est occupé par Kampala et Kigali. Donc, mais l'activisme des ADF et beaucoup d'autres groupes armés a été un petit peu maîtrisé par l'état des sièges. Ok. Jean-Mas Mokolo, vous avez la parole. Moi, j'ai quand même suivi, je suivais encore le reportage de nos confrères de France 24, même ici RTNC. Pendant l'état des sièges, vous avez vu que l'armée et les renseignements militaires ou civils ont permis quand même à retracer un peu les sources de financement des ADF. Il y avait des complicités internes de certains chefs des communautés. Et aujourd'hui, le Premier ministre qui est avec des parlementaires membres de la Commission défense et sécurité, c'est vrai, il faut évaluer, avoir les côtés forts, les côtés faibles de cet état de siège et réadapter un peu notre système de défense et de sécurité. Oui, bon, contrairement à ce que Charles Kanko dit, mais quand vous suivez par exemple les élus de l'Est du pays, de l'Ituri et du Nord Kivu, en tout cas j'estime qu'il n'y a pas vraiment suffisamment d'avancées en ce qui concerne les résultats engrangés par l'état de siège. Et il y aurait même, il y a même qui estiment qu'on doit réévaluer, on doit soit même mettre fin à l'état de siège et faire en sorte que l'administration civile puisse reprendre du travail et qu'on laisse les militaires avec seulement comme tâche de pouvoir s'occuper. Qu'est-ce qui gêne dans cet état de siège? Est-ce qu'on arrête des gens n'importe comment ou bien qu'est-ce qui gêne dans cet état de siège selon ces élus? Bon, ils estiment par exemple que les libertés, certaines libertés sont en tout cas confisquées. Il y en a qui estiment par exemple que les militaires sont surchargés quoi, hein, par le travail d'administration civile, tout ça. Et pourtant, si on laissait aux militaires seulement la charge de pouvoir faire leur travail des militaires, et ils auraient peut-être beaucoup plus de résultats que ce qui est fait aujourd'hui. Mais les militaires eux-mêmes ne se plaignent pas. Il faut noter aussi que c'est sous l'état de siège que nous avons Bunagana qui est occupé et que nous n'arrivons pas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à pouvoir récupérer cette localité. Donc, il n'y a pas vraiment une grande réussite aussi. Même s'il y a des avancées comme l'a indiqué Charles Kankouma, il y a quand même certains problèmes qui ne sont pas résolus. Mais il y a aussi une autre inquiétude, le fait qu'il y a dans les Hautes-Ouélé, on se plaint qu'il y a maintenant des groupes armés qui commencent à quitter les Touris pour aller maintenant sévir au niveau du Haut-Ouélé. Il y a des territoires comme Dungu, comme Wacha qui sont menacés et qu'on risque même de vivre par exemple une jonction entre les Mororo qui sont déjà dedans et les Rela et les Rats qui sont déjà là-bas avec les ADF et tout ça. Donc il faudrait qu'au niveau du gouvernement, on puisse aussi regarder de ces côtés-là du Haut-Ouélé pour que ceux qui fouillent par exemple la traque de nos forces armées au nord Kivu, en Ituri surtout, puissent aller en tout cas trouver refuge dans le Haut-Ouélé et créer un autre foyer de tension, foyer d'affrontement là-bas au niveau du Haut-Ouélé. Mais in fine, on parlait des généraux affairistes, on parlait de tout ça. Oui. Mais moi je pense que nous avons un autre problème qui n'est pas encore résolu, c'est de la prise en charge des soldats des rangs, des troupes quoi. Oui. Parce que vous avez un militaire qui est allé au front, qui laisse ses femmes et enfants ici, et qui n'arrive pas en tout cas à se nourrir comme il se doit, qui n'arrive pas à se soigner comme il se doit. Donc ces militaires-là, au lieu par exemple de se concentrer sur la défense du territoire national, est éparpillé par des problèmes domestiques qu'il a laissés en place ici à Kinshasa qui n'arrive pas à résoudre. Donc il va falloir que, au-delà du fait par exemple qu'il faut essayer un peu de mettre de l'ordre pour faire en sorte que les officiers s'occupent réellement de leur travail des militaires, qu'on puisse aussi faire en sorte qu'on s'occupe vraiment des soldats des rangs. Là, les problèmes, il est structurel. Soient vraiment pris en charge correctement pour que quelqu'un qui est au front ne soit pas en tout cas submergé par les problèmes de sa famille, qui n'arrive pas en tout cas à nourrir, qui n'arrive pas... On va prendre le deuxième et le dernier thème de l'émission. Jean-Mas, vous gardez le micro. C'est quoi? C'est ces discours du président de la République. Oui, les Rwandais, oui. Après les discours, il faut passer aux actes. Les actes, acte 1, c'est Macron qui réunit le président et son homologue rwandais. Acte 2, le président était en face du diplomate belge, le premier ministre belge, Charles Kankou. Je pense que la position de la Belgique est sans équivoque aussi, hein, sur la question de la MONUSCO.
Oui, la position de la Belgique, pour une fois, m'a réjoui. Parce que, finalement, je comprends que, même si cette diplomatie n'est pas, comme beaucoup veulent le dire à haute voix, qu'elle n'est pas agissante, mais au moins pour la Belgique, elle est en train d'agir. Parce que là, la position de la Belgique a pratiquement rejoint celle de la République démocratique du Congo. Je vais continuer à le dire, mais j'aimerais placer un petit mot par rapport au premier sujet pour dire que il s'avérerait de mauvaise foi de ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, on n'enregistre pas l'intensité des atrocités comme nous l'avions connu l'année passée. C'est grâce à l'état de siège aujourd'hui que nous voyons qu'il y a quand même une maîtrise de la violence qui est échappée totalement à l'État congolais. Alors, parce que Jean Romance parle de notre problème qui est à la base de peut-être ce que nous connaissons aujourd'hui, les traitements des militaires, les soldes des militaires. Ben, écoutez, est-ce que parce que militaire n'est pas payé comme un militaire congolais n'est pas payé comme un militaire américain, allemand ou français, qui doit prendre les armes contre son peuple, trahir son pays? Non. Est-ce que les soldats, les militaires du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, les militaires du Burundi sont vraiment très très bien payés, plus que ceux de la République démocratique du Congo? Pourquoi les militaires burundais ne prennent pas les armes contre leur propre pays? Pourquoi ceux du Congo-Brazzaville ne font pas cela? Pas contre les forces étrangères. Voilà, pourquoi ils ne les font pas? C'est la discipline là-bas. Vous voyez un peu, c'est la discipline là-bas. Mais un soldat burundais est payé combien? Il n'est pas plus bien payé que celui de la République démocratique du Congo. Donc il y a à la fois un déficit de patriotisme qui est à la base de ça. Et cette impunité qui a élu domicile dans ces corps doit vraiment prendre fin. Oui. Et je pense que... Parce que ce sont des intouchables. Non, mais on dit attention, ils ont la gâchette facile, vous faites ceci, voilà. Ils vont vous tuer. Et ils se permettent de... C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Alors, pour revenir maintenant à cette question de Tshisekedi, rencontre Tshisekedi Alexandre Dekro, je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait des gens qui pensaient ici que la MONUSCO doit encore rester en République démocratique du Congo pour nous apporter, je ne sais pas, une autre aide, ils ont compris à partir de la déclaration du secrétaire général de l'ONU, M. Anthony Guterres, que la MONUSCO ne peut pas continuer à demeurer dans notre pays. Son objet social est sans objet, en fait. Donc, en tout cas, c'est sans objet aujourd'hui. Oui. C'est sans objet. Lorsque vous voyez un secrétaire général de l'ONU déclarer clairement l'incapacité de la MONUSCO, et il voulait en réalité parler de l'incapacité des FARDC face à la puissance de feu du M23. C'est cela ce qu'il voulait dire exactement. Mais il a parlé de la MONUSCO. Voyez-vous? Parce que lorsqu'il relève cela, il fait l'éloge des matériels militaires que détient le M23 et que l'ONU ne sait pas retracer l'origine. N'est pas en mesure d'acquérir. Vous vous imaginez un peu l'ONU qui est incapable d'acquérir des armes plus qu'un groupe rebelle? C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais quel budget? Vous trouvez que c'est extrêmement grave, mais il vous dit la vérité. C'est-à-dire, écoutez, ce n'est pas la volonté de Guterres qui compte. Il faut parler avec Paris, il faut parler avec Washington, il faut parler avec la Chine, il faut... Voilà pourquoi, en toute franchise, j'ai aimé les discours du président Tshisekedi. C'est un discours historique. Il faut examiner ces discours-là, tenus par Tshisekedi à l'ONU, pour comprendre comment Tshisekedi a accusé intelligemment l'ONU d'être impartial, de ne pas s'occuper des
de ce qui se passe dans notre pays, alors que la mission de l'ONU, la charte de l'ONU, demande à l'ONU d'œuvrer pour la paix à travers le monde. L'ONU a réagi. Impose à l'ONU. Attendez, l'ONU a réagi. Parce que aussitôt, le discours fini, parce que le président s'adressait au président du Sénat, de l'Assemblée, qui est la présidence qui est assumée par la France aujourd'hui, et aussitôt le président français a répondu. Vous l'avez vu. Exactement. Parce que, vous savez, chez nous ici, nous avons toujours, par moment, l'habitude de fustiger les discours. Non mais, les discours là, ça ne sert absolument à rien. Mais, même dans nos adages, bantou, nous disons toujours, au Monindoki, Belela. Et aujourd'hui, la manière dont Tshisekedi a parlé de cette histoire, la manière dont il a démontré à la face du monde qu'aujourd'hui, le Rwanda n'a pas raison d'attaquer la République démocratique du Congo, parce que, prétextant, par exemple, qu'il y a les forces négatives de FDLR qui sont en intelligence avec la population congolaise ou l'armée congolaise pour insécuriser les Rwandais. Tshisekedi a démontré et a même fait appel à l'ONU d'enquêter pour voir s'il y a un seul périmètre du sol rwandais qui a été envahi par les FDLR ou l'armée congolaise. Vous voyez, apporter à la face du monde toutes ces vérités-là, mais attention, il ne faut pas considérer que tout le monde n'a pas le cerveau pour réfléchir. Voilà pourquoi j'ai suivi la réaction. L'ONU semble être embarrassé par la question. Oui, mais l'ONU aujourd'hui est mise à découvert par Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a fait voir que l'ONU fait partie du complot et même certains membres de l'ONU feraient partie du complot à cause de leur inaction face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez un pays voyou. L'ONU est plus offensive en Ukraine qu'au Congo. Voilà, vous avez un pays voyou qu'est le Rwanda qui viole la charte de l'ONU, qui viole la charte de l'Union africaine, qui s'en fout du droit international, mais c'est ce pays-là qui devient intouchable et tout le monde regarde le Rwanda. Vous savez ce que cela a créé, a provoqué dans l'opinion internationale. Voilà pourquoi vous avez suivi la réaction du président polonais qui est intervenu pour dénoncer l'injustice que subit la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment un discours historique à saluer et coup de chapeau au président Tshisekedi. Je crains fort, monsieur Mokolo, Jean Romain, chers confrères, que ce soit juste de l'anesthésie. Hein. Bon, il faut tempérer un peu. Bon, Tshisekedi nous a beaucoup accusés. Il a accusé la France, il a accusé les États-Unis, tout le monde, la Chine, la Russie, bref, les membres permanents du Conseil de sécurité. Bon, besoin anesthésio comme ça, on va dire que voilà, au moins Macron a reçu les deux côtés et puis bon, le communiqué final sort, ils vont travailler des concerts pour les retraits dans l'immédiat de ces rebelles. Il faudrait que la logique soit jusqu'au boutiste. Oui, vous permettez peut-être en une minute, je vous c'est un peu de rectifier quelque chose que Charles Quint a dit à mon sujet. Oui. Moi, je n'ai pas dit que le militaire congolais devrait par exemple s'allier aux forces ennemies du Congo parce qu'ils n'étaient pas bien payés. J'étais en train de dire que au même moment qu'on doit par exemple combattre l'affairisme des officiers de notre armée, il faut qu'on pense aussi à améliorer les conditions de vie et de travail de nos militaires pour booster leur motivation. Parce qu'un militaire par exemple qui voit son collègue blessé de guerre en train de mendier sa nourriture, son pain dans les terrasses de Kinshasa, ne serait pas en tout cas bien motivé. Ça c'est un fait, voilà. C'est pas une démobilisation, c'est un fait. C'est un fait. Voilà. Donc c'était juste ça. Maintenant parlons du discours du chef de l'État. Ça se voit aussi, cas, hein, pour corroborer ce que vous dites, chez les enseignants. Vous voyez un enseignant qui a donné cours toute sa vie, à la fin de sa carrière, il n'a rien. Oui, ça motive pas, en tout cas, ça démotive les jeunes tout à, fait. À devenir enseignants. Tout à fait. Que vous avez dit vrai. Oui. Bon, en fait, pour le discours du chef de l'État, tout le monde a tout cas unanime que c'était un discours ferme, tout ça. Et il a mis le doigt en tout cas là où il fallait mettre. Il a appelé les chats par son nom. Mais je crois que le discours ne suffit pas. Il n'y a que des bons dieux qui a créé le monde par les discours. Mais ce qui est important, ce sont les actes que nous posons. Moi, personnellement, j'ai déploré le fait, par exemple, que le président ait accepté
de s'afficher avec Paul Kagame, avec sourire à l'appui, après avoir traité le Rwanda d'un État qui soutient un mouvement terroriste qui est à la base de tout ce que nous connaissons sur le Congo. Je crois que ça n'a pas, en tout cas, ça a permis peut-être de faire douter certains compatriotes qui avaient vraiment applaudi des deux mains les discussions. Est-ce qu'il fallait bouder cette initiative onusienne, puisque c'est Félix Tshisekedi qui s'adressait à la présidence de cette session qui est assumée par la France? Non, ça pouvait se faire peut-être après, mais pas immédiatement après ces discours musclés. Vous rencontrez Kagame, on voit des photos de la première dame avec la première dame du Rwanda, et avec en fait, je crois que ça... Si j'étais à la place, si j'étais le conseiller... Ça c'est pour l'image, pour la communication. Analysons maintenant. Oui, ça c'est... Merci beaucoup. Oui. Analysons maintenant. Est-ce que c'est terminé, cette affaire de l'Est? Les prétentions du Rwanda, ou ceux qui sont réellement derrière les Rwandais, qui se recrutent dans les blocs anglo-saxons, ont revu à la baisse leurs prétentions? Vous savez, la diplomatie, c'est pas toujours ce que l'on dit, quoi. Ils disent des choses sur le Congo, voilà, nous sommes impliqués, nous voulons que les Rwandais respectent cela, mais est-ce qu'en réalité, c'est ce qu'ils font? Quelqu'un a dit que ce que vous faites crie tellement fort qu'on a du mal à entendre ce que vous dites. Moi, je pense que le Congo ne doit pas suivre tous ces discours-là des pays occidentaux qui cherchent à nous amadouer, de dire que voilà, on prend l'engagement de faire en sorte que les M23 puissent... Pour que les M23 puissent quitter le territoire congolais, il faut que les M23 et son soutien, le Rwanda, trouvent en face en tout cas une armée déterminée qui leur font la guerre. Je suis même le ministre des Affaires étrangères, pratiquement à avoir ces mêmes discours, même les porte-parole du gouvernement. Il faut construire l'armée. Il faut épargner les vies humaines, donc il faut attendre que de bonne foi les Rwandais fasse pression sur l'M23 et que l'M23 puisse libérer Bunagana. Mais ça peut faire une année, ça peut faire 2 ans, si on doit attendre en tout cas cette bonne foi. J'ai une question à vous poser parce que nous allons vers la fin de cette émission. Il y a eu la question sur la levée de l'embargo il y a 2-3 mois ici. Cette France-là, avec son président Macron, ils avaient voté pour la poursuite de l'embargo. C'est depuis quand que les présidents français et l'Élysée ont compris réellement que le Congo était agressé et qu'il fallait donner l'aval aux Congolais d'acheter des armes et d'équiper son armée pour se défendre? Parce que vous savez, Serge, que la France avait toujours été du côté du Congo, même après les génocides, sous Mobutu, même quand Kabila est arrivé au pouvoir, même au début là, du mandat des chefs de l'État, Félix Tshisekedi, ils étaient toujours derrière le Congo. Mais le problème, c'est lequel? La France souffre en tout cas d'un sentiment de culpabilité. Vous savez, le régime génocidaire Hutu de Habyarimana était en tout cas soutenu par la France. Et la France a toujours été reprochée par le régime de Kagame d'avoir été en tout cas à la base de ces génocides-là, c'est-à-dire d'être derrière les génocidaires. Alors, la France a voulu faire amende honorable. Elle s'est fait mauvaise conscience. Voilà. La France s'est rapprochée du Rwanda. On a même une Rwandaise à la tête de la francophonie. Et pourtant, le Rwanda aujourd'hui, c'est un pays francophone. Anglophone, disons. Donc, la France est allée pratiquement s'agenouiller devant Paul Kagame pour rétablir de bonnes relations. Et cela, la victime, c'est quoi? C'est la RDC. Donc, aujourd'hui, la France est en train de travailler contre le Congo pour faire plaisir au Rwanda de Paul Kagame, avec qui, en tout cas, ils ont tissé de bonnes relations. C'est vraiment des grands amours, quoi. Merci. Comme il ne peut pas y avoir des ménages à 3, donc, le Congo est délaissé de côté. Donc, il faut rentrer vite. Est-ce qu'il faut rentrer vite ou bien il faut maintenant traduire en acte ces discours du président? Mais avec quels partenaires? Par exemple, les Polonais, est-ce que nous avons des amis du Congo aujourd'hui? Je vais vous poser la question sur l'embargo, mais quand vous suivez les spécialistes, ils disent qu'il n'y a pas d'embargo, mais il y a seulement cette obligation de pouvoir certifier. Quand on achète des armes, il faut... C'est un embargo qui ne dit pas son nom. C'est un embargo qui ne dit pas son nom. Donc, il semble-t-il qu'il n'y a pas d'embargo. C'est un embargo qui ne dit pas son nom. Ça, c'est diplomatiquement, il dit ça. Mais il n'y a pas que des Occidentaux qui fournissent, qui vendent des armes. Nous pouvons aussi recourir à des fournisseurs pour pouvoir avoir ces armes-là et nous battre. Nous parlons de la MONUSCO. Il y a l'accord de siège qui existe. Mais l'Angola, par exemple, s'est retrouvé devant la même difficulté.
les contingents onisiens ne faisaient pas grand-chose, en tout cas, en Angola. Et l'Angola a dénoncé cet accord de siège et s'est prise en charge en s'appuyant sur les Cubains, en s'appuyant sur d'autres partenaires. Voilà. Même le Tchad aussi s'est débarrassé de la mission onusienne. Donc nous ne devons pas nous plaindre de la MONUSCO parce que les troupes étrangères, en tout cas, n'ont pas vocation à se battre et à mourir pour notre pays. Ah oui, merci. Ceux qui doivent se battre et mourir pour leur pays, ce sont les Congolais. Les Congolais eux-mêmes. Donc la meilleure façon de réagir, en tout cas... Il faut prendre ces discours-là, en faire... Tout à fait. Il faut les traduire sur le fait. Tout à fait. Ces discours-là du chef de l'État doit être en tout cas une base pour pouvoir mobiliser les Congolais à se prendre en charge. Merci beaucoup. Nous ne devons pas aussi compter sur les troupes des États de l'Afrique de l'Est qui risquent ensuite de nous poser les mêmes problèmes que les troupes de la MONUSCO. Parce que dans ces troupes de la MONUSCO, on trouve aussi des Africains. Merci et ceux qui viendront se battre dans cette communauté-là, ce sont des Africains aussi. Donc, prenons-nous en charge, cherchons des alliés sûrs et débarrassons-nous de tout ce qui en tout cas nous empêche de dormir. 20 secondes. Je pense que le président Tshisekedi a été clair. Il a parlé des mesures restrictives qui frappent la RDC et qui empêchent la République à avoir des moyens qu'il faut pour se défendre. Le président qui est très bien informé, je ne pense pas qu'il pouvait aller devant le monde parler de cette histoire-là s'il savait qu'il y a moyen d'avoir les armes autrement. Donc soyons quand même sérieux lorsque on aborde certaines questions. Bon, j'entends ici que Tshisekedi n'allait pas s'afficher immédiatement après avec Paul Kagame. C'est son point de vue. Mais c'est son point de vue. Oui, ne commentez pas son point de vue. Non, mais s'il vous plaît. Non, on est dans un débat, s'il vous plaît. Serge Kabongo, excusez-moi, s'il vous plaît. On est dans un débat, et le débat, c'est la contradiction. C'est son approche. Oui, mais c'est son approche, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que il y a beaucoup de gens ici qui ont applaudi lorsque Fayoulou a dit qu'il faut avoir des négociations directes avec les Rwandais et l'Ouganda par rapport à la situation que nous connaissons à l'est de la RDC. Beaucoup ont applaudi ce discours-là, alors que Tshisekedi avait déjà commencé. Dès qu'il arrive au pouvoir, il amorce les négociations. Il a démontré sa bonne foi. La coopération avec le Rwanda, la coopération avec tous ces pays-là, sur le plan commercial, sur tous les plans. Et malheureusement, il a été trahi par... il n'a pas été compris. Et les autres ayant d'autres agendas. Merci. À cause des fameuses richesses dont a parlé Tshisekedi, ils sont revenus à la charge pour nous attaquer. Alors, maintenant... Enfin. Qu'est-ce que le Rwanda a fait finalement pour qu'il se retrouve aujourd'hui enfant chéri des grandes puissances? Mais c'est le discours, c'est la dénonciation. Le Rwanda a parlé de ce qu'il a connu. Le Rwanda a construit un discours. Le Rwanda a construit un discours. C'est à nous aussi de construire. Et nous, aujourd'hui, le discours est là de Tshisekedi. C'est un acte fort. C'est un acte vraiment fort. Le fait que le Rwanda, que Tshisekedi, ait pris le courage et demander au Conseil de sécurité de distribuer les rapports de groupe d'experts des Nations Unies. Oui, donc cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Merci et la détermination de la RDC est là pour que nous puissions arriver au... Et il faut aussi, ça nous devons le savoir, l'ONU n'a jamais résolu un problème à travers le monde. Que ce soit pour l'ONU ici en Côte d'Ivoire, que ce soit pour la MINUSMA au Mali, que ce soit pour la mission onusienne en Centrafrique, l'ONU ne résout pas le problème. Donc nous devons à la fois nous prendre en charge, construire ces discours-là et chercher à acquérir des moyens qu'il faut pour que nous puissions nous défendre. Et pour en avoir, parce que ce sont ces puissants-là qui sont à la base de ces mesures restrictives-là, il nous faut ce type de discours-là. Merci, Jean-Romas Mokolo. L'émission est terminée, c'est bien dommage. Oui, 2 mots seulement. Je me dis, bon, le chef de l'État, dans son discours, a regretté le fait que, malgré sa bonne foi, le Rwanda, par exemple, n'a pas... en fait, ne s'est pas montré tout à fait sincère, quoi. Qu'est-ce qui prouve que, après cette rencontre-là avec Macron, Kagame, et même ce sourire-là, Kagame va, cette fois-ci, en tout cas, respecter sa parole et s'engager en tout cas dans la voie. C'est des questionnements. Voilà pourquoi vous êtes tous d'accord, et Jean Romas et Charles Quint, qu'il faut une réorganisation à l'interne.
Mais cette réorganisation-là, on en parle, bon, je ne sais pas, ça va prendre combien de temps? Avec des nouvelles que vous apprenez le matin, un général qui est chef des opérations ici, mais qui complote avec des forces étrangères. Vous avez encore un deuxième qui vient d'être cueilli, avec des choses comme ça. Donc on n'est pas au bout du tunnel. Oui, mais voilà pourquoi, en citant ici, je l'ai dit, nous devons nous prendre en charge. Très bien. C'est ce que j'ai dit ici, et le président Tshisekedi l'a dit aussi à l'ONU. Très bien. On devons défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Il l'a dit. Madame, Messieurs, c'était Kiosque, le dernier numéro de cette semaine. Nous sommes vendredi. Alors, prenez rendez-vous avec le magazine d'analyse et d'information aussi. Et lundi prochain, Kiosque. Mais le point sur l'actualité, sur votre chaîne, c'est tout à l'heure à 13h, la grande édition. Au revoir et très bon début de week-end.